L'affaire de Montigny-les-Cormeilles, de la drogue chez les accusateurs. Le programme économique de Reagan, moins d'impôts, plus de croissance. Margaret Thatcher a cédé aux mineurs, les puits de charbon resteront ouverts. Le commandant Cousteau sera-t-il candidat au présidentiel? Il est l'invité du journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À nouveau la drogue, à la une de ce journal, à nouveau la petite ville de Montigny-les-Cormeilles, qui il y a encore 15 jours était inconnue de la majorité des Français. Ce soir, un élément nouveau que l'on peut interpréter de différentes façons. En effet, au cours d'une perquisition, aujourd'hui, les gendarmes ont retrouvé de la drogue au domicile de la famille Benachour, celle qui avait accusé une autre famille marocaine, celle-là, de trafic de drogue et qui avait donc été à l'origine de toute l'affaire. Ces gendarmes ont donc retrouvé 1 litre d'huile de cannabis, 2 grammes d'opium et 100 grammes de hashish. Le fils de cette famille algérienne avait été arrêté ce matin après un vol dans une boulangerie de Conflans. Alors, que faut-il en penser? Que l'accusateur se retrouve accusé? Mais l'avocat de la famille Benachour pense bien entendu le contraire, que cela accrédite sa thèse. Il ne s'agit pas d'une péripétie, mais simplement de la démonstration qui est faite qu'il y a de la drogue à Montigny, que les enfants de la famille de Mme Benachour ont été amenés à se droguer, et ce qui justifie effectivement qu'elle ait saisi le maire de Montigny de cette question et qu'elle ait ensuite saisi la justice. Je crois qu'effectivement, il est important que la lumière soit faite sur le trafic de drogue à Montigny. Je pense qu'il aurait été surprenant qu'on ne trouve pas de drogue à l'endroit où habitait Choukri Benachour, dont ma cliente dit depuis très longtemps qu'il est drogué. Je l'ai écrit en toutes lettres dans la plainte que Choukri était drogué. C'est dans cette cité, au domicile de Choukri Benachour, arrêté hier pour vol, que les gendarmes ont découvert 1 litre d'huile de cannabis, 2 grammes d'opium et 100 grammes de hashish. Choukri Benachour est le fils de cette famille qui accusait ses voisins marocains, les Carbouches, de se livrer au trafic de drogue. C'est Choukri qui commence à de drogue en 1977. Il dit ça à Cheikh Kharbouch, avec Hakim. Il commence à droguer Choukri, fumé chez Kharbouch. Et quel genre de drogue utilisait-il? Comment? Quel genre de drogue utilisait-il? Cigarette. Ils ont commencé à fumer du hashish, Le hashish chez de Kharbouch. l'herbe, et ils ont fini, mon frère Choukri a fini par se piquer. Avec des drogues dures. Voilà. Et actuellement, il continue. Il continue. On continue. Aujourd'hui, après ce nouvel épisode, Montigny-les-Cormeilles est comme écrasé par cette notoriété. La bourgade est quasi déserte. Mais derrière ce silence apparent, la polémique est toujours aussi vive. Si le maire, pour l'heure, se refuse à toute déclaration, son adjoint, socialiste, est mieux disposé. La délation est une méthode scandaleuse qui se retourne toujours contre ceux qui la pratiquent. Les derniers rebondissements de l'affaire de Montigny, s'ils se trouvent confirmés, vont dans le même sens. La leçon est sévère pour les partisans de la délation publique et il faut que les conséquences en soient rapidement tirées. Seul secteur animé dans cette cité, le collège, où là encore les enseignants sont très divisés sur ce problème, et près du chapiteau qui recevra demain soir le secrétaire général du Parti communiste, Georges Marchais. Oui, une affaire devenue en effet éminemment politique. L'avenue de Georges Marchais va sans doute le prouver demain. On le voit bien également avec l'appel du député maire communiste de Drancy pour une manifestation de masse après-demain à la suite de la mort d'un jeune homme de 24 ans, des suites donc de la drogue. Et puis toujours à propos de la drogue, des incidents tout à l'heure à l'université de Paris-Saint-Denis. Apparemment, le problème de la drogue est aussi à l'origine de ces incidents. C'était des incidents qui ont opposé des étudiants de l'Union des étudiants communistes à ceux de l'UNEF, indépendante et démocratique. Ça s'est passé donc à l'université de Paris-Saint-Denis. Quant au Parti socialiste, son hebdomadaire, l'Unité, dénonce ce qu'il appelle l'overdose d'agite-prop du PC, c'est-à-dire les nouvelles campagnes communistes sur les immigrés, la drogue et l'information. Alors puisque nous parlons de l'information, encore un mot sur le débat manqué de lundi soir sur Antenne 2. Une nouvelle attaque de Georges Segui contre la CFDT, elle fait de plus en plus figure de syndicat officiel, dit la CGT qui va organiser des tribunaux de la jeunesse et qui propose à Antenne 2 de reprendre l'émission avec elle cette fois-ci. Georges Segui accuse le sieur El Kabbach, ce sont ses termes, d'avoir refusé de reprendre le débat après l'incident. Les jeunes CGTistes étaient d'accord, dit-il, pour exprimer leur position pendant 5 minutes à la fin de l'émission.
Réponse du sieur El Kabash, c'est faux, les jeunes de la CGT n'étaient pas d'accord, nous tenons à sa disposition l'enregistrement qui prouve bien ce refus. Le programme de redressement du président Reagan maintenant. Je le résume brièvement, pour freiner progressivement l'inflation et le chômage, le président américain veut une vive relance de la croissance l'année prochaine. Comme prévu, il y aura une forte réduction des impôts et des dépenses publiques, à une exception attendue, les crédits de la défense, une exception attendue, et vous allez voir à plus. I'm sure there's one department you've been waiting for me to mention, the Department of Defense. It's the only department in our entire program that will actually be increased over the present budgeted figure. Même Mme Reagan applaudit. Toutes les autres administrations donc sont touchées par des coupes dans leur budget. Cela dit, il faut encore, et c'est le plus important, que le Congrès soit d'accord. Le leader de la majorité républicaine au Sénat l'a bien rappelé. Aux États-Unis, le Congrès dispose, le président propose et le Congrès dispose. Alors sur quelle base? Le résumé des mesures par Jean Lebert. 4 mesures essentielles dans le programme choc de redressement économique du président Ronald Reagan. 250 milliards de francs de réduction des dépenses de l'État cette année et l'année prochaine. L'impôt sur le revenu sera diminué de 10% chaque année pendant 3 ans. Le budget équilibré pour l'exercice 1984, c'est-à-dire au moment où M. Reagan pourrait briguer un second mandat. Désengagement de l'État au profit du secteur privé et des États de l'Union. L'initiative privée et les lois du marché doivent se substituer à la présence tentaculaire de l'État. Nous ne continuerons pas, dit Reagan, à donner de l'argent aux individus, aux entreprises, qui ne peuvent pas prouver qu'ils en ont besoin. Première réaction soviétique, ce budget militaire est colossal. En gros, il est versé au dossier de la guerre froide. Alors avant de voir avec Philippe Sassier ce que peuvent être les conséquences pour les Français, le commentaire d'un expert du New York Times qui nous dit d'abord ce qui va changer pour les Américains. Pierre-Marie Thiaville. Monsieur Florence, vous êtes américain et économiste. Je voudrais poser une question d'abord à l'américain. Ce programme de M. Reagan, comment est-ce qu'il a été reçu par les Américains? Est-ce que c'est vraiment le programme que les Américains attendaient de l'homme pour lequel ils ont voté? Oui, il faut rappeler que M. Reagan a été élu par une grosse majorité et une des grosses questions dans les élections, c'était le futur économique. Donc, M. Reagan a promis de faire quelque chose contre l'inflation. Et je pense que la plupart des Américains maintenant au moins croient qu'il essaie de faire quelque chose contre l'inflation. L'objectif, c'est de relancer l'investissement et de relancer l'épargne des Américains pour faire mieux d'investir. Et si les réductions des impôts, si cet argent va aller dans la consommation, je pense que le programme va être foutu. La chose qui est importante, c'est de mettre plus large l'épargne des Américains. Mais est-ce que vous pensez que c'est ça qui va se produire ou au contraire que la consommation va se relancer? À ce moment-là, on retombera dans une situation inflationniste. Et oui, vous avez mis le doigt sur l'issue qui est primordiale maintenant. C'est si les impôts, si les réductions d'impôts relancent la consommation, ça va relancer l'inflation et il faut refaire tout le programme encore une fois. En gros, Philippe Sassier, on peut parler un petit peu de retour à l'isolationnisme du côté des Américains. Qu'est-ce que ça va changer pour nous, Français? Quel va être le prix à payer? Le prix à payer, bien écoutez, le déficit record de notre commerce extérieur au mois de janvier illustre assez bien le prix à payer pour l'effet Reagan, puisque la seule hausse du dollar nous a coûté plus d'1 milliard de francs supplémentaires. Il faut dire que nous payons plus du tiers de nos importations avec des dollars, et chaque fois que le dollar monte, eh bien cela équivaut à une augmentation des prix, notamment du pétrole. Sur l'ensemble de l'année, si la politique de Ronald Reagan maintient
le dollar aux alentours de 5 francs, eh bien, il faut s'attendre à ce que nos importations nous coûtent 30 milliards de francs de plus. C'est à peu près la moitié du chiffre d'affaires de Renault, bien de ce que nous dépensons déjà pour acheter de la viande à l'étranger. Cela signifie aussi pour la France et pour l'ensemble des pays européens des difficultés pour certaines entreprises et donc pour l'emploi, puisque l'Amérique, et il faut s'y attendre, va se montrer plus agressive pour vendre ses produits industriels et agricoles. Alors ce dollar est à peu près à 5 francs 02 à Paris aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qui va se passer si ça continue, non ? À plus long terme, la hausse du dollar peut avoir 3 effets bénéfiques. Le premier, c'est inciter les producteurs de pétrole à un peu plus de sagesse, c'est-à-dire que la hausse du dollar équivaudra à une augmentation des prix, et là, il pourrait y avoir une opération à peu près blanche. La seconde, c'est de rendre moins cher, donc plus compétitifs, les produits français à l'étranger, notamment aux États-Unis, et partout où ils rentrent en concurrence avec les produits made in USA. Enfin, l'Amérique, se sentant responsable de sa monnaie, ce qu'elle n'a pas fait depuis très longtemps, pourrait ramener le calme sur le marché monétaire international et nous éviter ces crises qu'on connaît de temps à autre. Et puis, il faut ajouter qu'on n'a pas fini de jaser, de causer de ce programme dans les chaumières politiques de la vieille Europe. Oui, priorité économique également ce soir en Grande-Bretagne. La nuit dernière, en effet, Margaret Thatcher a donné l'impression d'avoir capitulé, c'est ce qu'écrit la presse anglaise, face à une menace de grève générale des mineurs britanniques. Elle a purement et simplement renoncé au plan de restructuration des charbonnages. De Londres, Jean-Marc Ilouz nous dit ce que cela représente dans le contexte économique et social anglais. Margaret a dit oui aux mineurs et aujourd'hui les Britanniques n'en croient pas leurs oreilles. Ni les travaillistes, profondément divisés, qui auraient bien tenté de ressouder leurs rangs à la faveur d'un grand conflit social, ni les conservateurs ou les plus sceptiques, les plus critiques à l'égard de Mme Thatcher, ne souhaitaient après tout qu'un simple assouplissement de sa doctrine économique. Mais plus fort encore, le volte-face de Mme Thatcher n'a pas convaincu les plus extrémistes des mineurs. Contrairement à l'avis de leur chef, ils poursuivent pour l'instant leur mouvement. Il n'y a pas si longtemps pourtant, Mme Thatcher déclarait qu'elle adorait se battre et qu'une femme de sa trempe ne recule jamais. Alors, retraite tactique ou revirement politique véritable, ce qui est sûr ce soir à Londres, c'est que demain, il lui sera très difficile de convaincre les pompiers ou les instituteurs, par exemple, que leurs revendications sont excessives, de les convaincre que, quoi qu'il arrive, la dame de fer tiendra bon. L'Europe des 10, un commentaire du ministre français de l'Agriculture, Pierre Meignery, devant les propositions de la Commission européenne pour la prochaine campagne. Une augmentation de 7,8%, c'est insuffisant, dit-il. Cela ne permet pas de maintenir le revenu. Nous parlions tout à l'heure de Washington. Eh bien, il faut savoir que l'administration Reagan a approuvé les accords conclus avec l'Iran et qu'elle a décidé de soutenir jusqu'au bout le pouvoir en place au Salvador. Elle veut même en faire un test vis-à-vis des partenaires européens. Jean-Pierre Biondi. De telles images sont une réalité quotidienne dans bien des villages du Salvador où les affrontements entre les troupes de la junte gouvernementale et les forces insurgées de gauche deviennent de plus en plus meurtriers. Ce pays d'Amérique centrale fera donc partie des points importants qu'aura abordé dans 3 jours à Washington le ministre des Affaires étrangères Jean-François Poncet avec les nouveaux dirigeants américains. En effet, le maintien de la junte salvadorienne au pouvoir est maintenant considéré comme prioritaire par l'équipe de Ronald Reagan. Cela, M. Eagleburger, envoyé du secrétaire d'État, le général Haig, l'a déjà indiqué au cours de la tournée des capitales européennes qu'il vient d'effectuer. À partir de là, le Salvador est devenu en quelque sorte, aux yeux des Américains, le test de la solidarité atlantique, alors que Washington affirme avoir les preuves d'une ingérence soviéto-cubaine dans le conflit en cours. L'agence soviétique TASS réfute, bien entendu, de telles déclarations et accuse au contraire les Américains de préparer une intervention militaire directe pour parachever ces envois actuels d'armes et de matériel au chef de la junte. Afghanistan, une confirmation de ce que nous disait notre invité d'hier soir, ce résistant afghan qui vous a apparemment impressionné. Les soviétiques auraient tué 65 personnes dans des villages de la province de Wardak, c'est-à-dire au sud de Kaboul. C'est ce que l'on dit de sources diplomatiques occidentales au Pakistan. Alors si vous voulez une adresse pour aider le peuple afghan, en voici une qui s'inscrit donc sur votre écran. Fondation de France pour l'Afghanistan, 40 avenue Hoche, dans le 8e à Paris, CCP 369G à Paris, donc bien précisé, Afghanistan. Enfin, dernière précision, dernière information en provenance de l'étranger, la suite du voyage du pape aux Philippines accueille toujours aussi enthousiaste aujourd'hui à Cebu. Jean-Michel Mercurol.
Oubliant les rigueurs du service d'ordre de la capitale Manille, Jean-Paul II a pris aujourd'hui à Cebu son premier bain de foule. Il venait là dans le berceau de la chrétienté des Philippines. Devant les prêtres et les religieuses, Jean-Paul II a rappelé les vertus du célibat et le rôle missionnaire de l'Église. Déjà 10 discours, 3 messes solennelles, des millions de fidèles accourus sur son passage, le pape vient d'entamer depuis 2 jours le plus long marathon de l'histoire moderne des voyages pontificaux. Il doit parcourir 35 000 km en 12 jours. À l'aéroport de la Huque, seul endroit assez vaste pour la célébration de la messe pour les familles, le pape est revenu sur l'indissolubilité du mariage et la paternité responsable. Jean-Paul II, qui a reçu aujourd'hui un appel des prisonniers politiques philippins pour qu'ils interviennent en leur faveur, rencontrera demain les minorités musulmanes. On a abordé la politique avec un homme que vous ne voyez pas souvent parce qu'il a jusqu'à présent refusé les projecteurs, du moins en ce domaine. Il s'agit du commandant Cousteau. Aujourd'hui, pour le journal Antenne 2, il accepte de répondre aux questions que se posent avec insistance un certain nombre de militants écologistes que représente assez bien Gus dans ce dessin. Alors la première question, mon commandant, vous êtes oui ou non candidat à l'élection présidentielle? Eh bien, je vais quand même vous expliquer le cheminement de ma pensée dans cette difficile décision. J'ai reçu un nombre incroyable de sollicitations par écrit, un nombre de lettres qui avoisine 40 000, qui en fait se réduit à 25 000 parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit 5 ou 6 fois et même une fois 14 fois. On vous aime bien, en gros. Oui. On aimerait que vous soyez candidat, en gros. Mais ces gens-là, il faut quand même, il y en a qui représentaient des associations, des groupes, des gens importants qui se battent depuis des années pour l'écologie. Je ne pouvais pas traiter ça par-dessous la jambe. Malgré ma réticence à m'intéresser aux luttes politiciennes que j'ai toujours manifestées, leur insistance a posé pour moi un cas de conscience. Ce cas de conscience, j'y ai consacré 3 semaines en ne faisant que ça pratiquement. J'ai interrogé tout le monde, j'ai interrogé les principaux candidats, j'ai interrogé les chefs des principales formations, on est venu discuter avec moi chez moi et ailleurs. J'ai aussi interrogé, oui, et j'ai aussi interrogé en dehors de ces lettres, ce qui m'intéressait. Dans ces lettres, il y avait 2 lettres sur 3 qui me disaient soyez candidat. Une lettre sur 3 qui me disait non, vous allez créer la division. Bon, mais à côté de ça, j'ai interrogé des tas de citoyens dans la rue, des porteurs de bagages, des marchands de journaux, des cafetiers, des chauffeurs de taxi, etc. Et c'était eux qui m'intéressaient. Et 95% me disaient, vous allez tout de même pas vous occuper de ça, vous. Bon, alors là, vous faites durer le suspense. Vous êtes oui ou non candidat? Eh bien, je vais quand même, avant de vous donner ma réponse, je vais quand même vous dire que vous donnez les arguments qu'il y avait pour et les arguments qu'il y avait contre. De toute façon, que vous suiviez un petit peu ma pensée. Hein. C'est quand même, je crois que ça intéresse tout le monde de savoir pourquoi je prends une décision. Alors, les arguments pour, c'était que ces présidentielles donnaient l'occasion d'exprimer au public, avec la télévision largement ouverte, les doctrines des écologistes, et des doctrines qui sont souvent mal comprises par le public, qui voient les gens, les écolos, comme des gens qui veulent retourner aux cavernes, etc., ce qui n'est pas vrai. Bon. Et le deuxième argument, c'était que ça permettait de se compter, et si on avait un bon score, de pouvoir influencer les pouvoirs établis. Le premier argument est bon, parce que malgré le tohu-bohu électoral, effectivement, des gens auraient pu s'exprimer. Le deuxième argument est un petit peu moins bon, parce que le compte des électeurs qui votent écologistes n'a rien à voir avec le nombre des véritables écologistes en France. En France, tous les sondages montrent qu'il y en a au moins 30%, mais des gens qui votent, il y en a 4, 5, 6, 7, 8%. Bon, par conséquent, il y a un divorce complet entre le nombre entre, si vous voulez, la France écologique réelle et la France écologiste légale. Pierre-Yves Cousteau, vous faites comme les hommes politiques, là, vous ne répondez pas aux questions. Voilà. Vous vous présentez ou pas? Je vous donne les 2 arguments contre maintenant. Bon, et vous nous direz après quand même. Oui, tout de suite. Alors les arguments contre, c'est d'abord qu'à l'origine, je n'avais pas l'intention d'être candidat, qu'on avait vu me chercher. Bon. Ma candidature créait effectivement une division, puisqu'il y a des gens qui se sont intéressés, qui ont posé leur candidature depuis déjà longtemps. Un candidat de plus, ça aurait jeté le discrédit. Et ma véritable vocation, finalement, c'est de m'occuper, de défendre la vie, de défendre l'eau, à une échelle globale. C'est-à-dire que mes interlocuteurs valables ne sont pas les gouvernements, ce sont les organisations intergouvernementales, c'est-à-dire
les communautés européennes, les Nations Unies, l'organisation africaine, l'organisation sud-américaine, etc. Donc je crois avoir compris, vous ne vous présentez pas. Alors, tout bien pesé, j'annonce aujourd'hui officiellement que quoi qu'il arrive, quelles que soient les pressions qu'on fasse sur moi, en remerciant beaucoup tous ceux qui ont fait cette pression, je ne serai pas candidat au président. C'est définitif. C'est définitif. C'est pas un caprice de star qui veut se laisser un petit peu encore courtiser. C'est sûr. Oui. Alors cette décision entraîne quand même un certain nombre de conséquences. Ça ne veut pas dire que je me désintéresse du mouvement écologique en France. Au contraire. Donc, si vous voulez, la grande leçon pour moi de cette méditation, c'est de me dire peut-être que tu ne t'es pas assez occupé de ton pays pendant ces dernières années, que tu as voulu voler trop haut. Par conséquent, j'ai l'intention de m'occuper plus des questions de mon pays à l'avenir que je ne m'en suis occupé dans le passé. Alors, je vais renforcer cette action française de l'écologie. Et en même temps, j'aiderai les mouvements écologiques au présidentiel. Justement, volons bas un petit peu. Pour qui vous allez voter, pour qui vous allez appeler à voter. Ne me demandez pas ça, la parole est aux écologistes, c'est eux-mêmes qui désignent leurs candidats, et je suivrai la discipline, c'est-à-dire que je soutiendrai leurs candidats. C'est-à-dire, apparemment, il y en a encore plusieurs, mais... Garaudy. Oui. Alors, si vous voulez, j'espère que très rapidement, une union sera faite sur un seul nom. Je crois que ça va se faire. Et ce nom-là... Plutôt lequel Plutôt lequel Plutôt Bruxelles-Hollande, apparemment. Qu'est-ce que vous pensez? Non, je vous pose la question. Je crois que la parole est aux écologistes. La parole est aux écologistes. Et je soutiendrai, quel que soit leur candidat, je le soutiendrai. Et en même temps, je les appuierai et j'essaierai également d'éviter certains excès de parole qui donnent une mauvaise image de l'écologie profonde. Bon, cet homme-là, il faut qu'il ait des signatures. Pour l'instant, alors, ces signatures, c'est l'occasion, je vais être très bref, mais donnez-moi l'occasion de dire ce que je pense. Je pense que le système des 500 signatures nous ramène à Napoléon III. C'est somme toute l'élection au deuxième degré, c'est vraiment très très mauvais au point de vue démocratique. J'aurais préféré, si on voulait faire une barrière, ce qui est logique, qu'on demande par exemple aux candidats de rassembler 200, 300 000 signatures de citoyens. Bon, ça voulait dire quelque chose. La loi Actuellement, nous en sommes par conséquent aux 500 signatures de maires. Alors, je profite de cette occasion pour lancer un appel solennel aux maires de France. Ceux qui hésitent encore à donner leur signature aux candidats écologistes devraient bien penser qu'ils donnent leur signature à des idées, ils ne donnent pas leur signature à une personnalité. Par conséquent, qu'ils fassent leur examen de conscience, s'ils sont en faveur de la protection de la nature et de l'environnement, qu'ils donnent, qu'ils soutiennent le candidat écologiste. Et au deuxième tour, entre les grands candidats, Giscard, Mitterrand, Chirac, Debré, qu'est-ce que marchait? Surtout, n'allons pas nous mêler de cette affaire. Ah, quand même, il n'y en a pas un plus écologiste qu'un autre, non? Alors, écoutez, tous les candidats sont d'accord pour renforcer les questions contre lesquelles nous nous battons. C'est-à-dire les 4 grands partis sont d'accord pour renforcer l'énergie nucléaire, faire voler Concorde, etc., qui sont des choses très bien au point de vue technologique, mais qui présentent des dangers pour la population qui sont impossibles dans le cas du nucléaire, et des côtés économiques catastrophiques dans le cas de Concorde. J'ai pris Concorde plusieurs fois, c'est un avion merveilleux, mais ça ne tient pas debout au point de vue économique. Les contribuables paient les voyages des riches privilégiés. Alors parlons, mon commandant, de ce que va être votre combat maintenant, qui ne va pas être uniquement électoral, de ce que va être votre combat écologiste pour la suite. Vous savez, je me suis battu et je continuerai à me battre, et là où les désastres arrivent, n'est-ce pas ? Par exemple en Méditerranée. En Méditerranée, il y a 31 ans exactement, nous, aux grottes du Véron, au large de Marseille, très au large de Marseille, nous visitions, ça c'est en noir et blanc, parce qu'à l'époque nous filmions en noir et blanc, c'était bourré de poissons, la vie était intense, la flore était intense également, nous avions ici des corbes qui ont complètement disparu, des mérous il n'y en a plus, et les poissons de passage il y en a très peu aujourd'hui. Bon. Mais quand nous sommes revenus 31 ans plus tard, et cette fois quand nous avons voulu filmer en couleur, dans cette grotte, nous avons été complètement sidérés de voir le désastre écologique, c'est-à-dire nous promenions dans un désert. Vous voyez là, en 1944, vous avez tous ces poissons de toutes sortes dans la grotte elle-même du Véron que vous allez reconnaître en couleur et qui sera vide. Au même endroit, précisément au même endroit. Là, nous avions des mérous qui venaient nous toucher, qui venaient jouer avec nous. Et après cette période, ça a été
je pense qu'on a, voilà, 1977, Il n'y a plus rien, si vous voulez. plus de poissons. Il n'y a plus de poissons, plus rien, nous sommes promenés là-dedans pendant longtemps. Alors, d'où ça vient, ça? Ça vient évidemment de pollution, mais ça vient aussi de destruction mécanique. Et la question est très grave, elle a lieu en Méditerranée, elle a lieu aux Caraïbes, etc. Notre organisation se battra au point chaud, où qu'il soit, dans le monde entier. Bien, donc je vous remercie d'avoir donc annoncé en direct devant nos caméras que vous ne serez pas candidat, aux prochaines élections présidentielles. Pendant ce soir à vous détailler tous les sondages qui paraissent à foison, sachez qu'il y en a un dans F Magazine sur la condition des femmes à la veille de la campagne et un dans le Nouveau Journal sur la capacité des candidats à l'Élysée. Les petites phrases de la journée, eh bien, Hervé de Charette, du Parti républicain, a défendu aujourd'hui le bilan des conquêtes sociales du septennat. La France, a-t-il dit, est le seul pays à avoir créé autant d'emplois. Le Parti radical et son président Didier Bariani a souhaité un Grenelle politique en cas de réélection de VGE, de Valéry Giscard d'Estaing, donc une vaste réunion à laquelle seraient associés les socialistes. Et puis chez les radicaux de gauche, décès du sénateur Gaston Pams, président du groupe de la gauche démocratique au Palais du Luxembourg. Enfin, au PS, Lionel Jospin, que nous avons entendu à midi, propose la constitution d'un grand pôle automobile français grâce à une prise de participation minoritaire de l'État dans le capital du groupe Peugeot. Proposition irréaliste, a commenté Brigitte Gros. Tout cela nous amène tout doucement à l'économie, avec la publication aujourd'hui par les agents immobiliers d'une enquête sur la conjoncture. Le marché se réduit, dit-elle, les transactions sont plus difficiles et plus rares depuis quelques mois. Les prix sont trop élevés et seraient en train de se stabiliser provisoirement. Alain Doubleski. Ralentissement de la construction, augmentation des prix, crédit cher, baisse du pouvoir d'achat. Résultat, le Français moyen ne peut plus financer l'achat de son habitat, même sur 15 ou 20 ans, constatent les agents immobiliers. Le marché est en stagnation, voire en baisse, cela après une période très active jusqu'en avril 80. Avant cette date, les vendeurs, pris de vertige, visaient haut, misant sur la pénurie de l'offre de logements neufs. Depuis 10 mois, on assiste à une sorte de stabilisation. Pourtant, on ne peut pas parler de baisse réelle des prix. Le neuf, par exemple, ne peut pas baisser si l'on tient compte de la hausse des prix des travaux et des terrains. Face aux difficultés des acquéreurs, la tendance est à la construction d'appartements plus petits. Ils seront moins chers, mais le rapport prix-surface toujours en augmentation, soit entre 5 et 10% au cours des 6 derniers mois. Logements anciens, après l'envolée des prix 79 et début 80 dont nous parlions tout à l'heure, stagnation, voire baisse des exigences des vendeurs. Mais si l'on tient compte des prix réels de vente, cette baisse entre guillemets des exigences représente tout de même une augmentation des prix de 20 à 25% en un an selon le quartier. Maisons individuelles, la demande est très forte. Pourtant, le marché a baissé de plus de 10% par rapport à 79. Pourquoi? 1. Les prix ont augmenté de 10% au cours des 6 derniers mois. 2. Les taux élevés des prêts découragent les acheteurs qui recherchent vainement des maisons de 3 pièces alors que les constructeurs proposent des maisons de 4 à 5 pièces. Pour la FNAIM, il existe un grand nombre d'acquéreurs potentiels. Ils ont appris depuis 20 ans que la meilleure sécurité pour l'avenir du foyer était d'acheter, mais ils n'en ont pas les moyens. Selon l'INSEE, le maintien du pouvoir d'achat a été assuré en moyenne à l'ensemble des salariés l'année dernière. Il a progressé légèrement pour les ouvriers. Un drame navrant cette nuit à Sochaux, un jeune chômeur qui avait récemment perdu son emploi et le logement fourni par son entreprise a été découvert, mort de froid et de faim, hier donc à Sochaux. Il vivait d'expédients dans un hangar désaffecté. Un gros incendie cette nuit à Rouen, pas de victimes et d'énormes dégâts. Et puis peut-être une piste dans l'enquête sur le meurtre de cette jeune fille dont le corps découpé avait été retrouvé il y a 1 mois et demi à la faculté de médecine de Paris. Pierre Fauque vous en dira plus dans notre journal de 23h. À noter enfin que l'avocat de Guy Mauvillain a déposé une requête pour une réouverture de son procès. Le tiercé du jour à Vincennes, le 20, le 8 et le 6. Vous allez voir, je pense, arriver sur cet écran les rapports dans l'ordre, donc pour 5 francs, un peu plus de 6 000 francs et 630 francs dans un ordre différent. Et puis avant de passer à la météo, je vous rappelle ce sursis déclaré pour les déclarations de revenus. Vous avez désormais jusqu'au 2 mars, minuit. Voici donc la météo ce soir avec Alain Giopétret. Oui, le ministre des Transports, qui est le ministre de tutelle de la météorologie française, a fait une très bonne déclaration aujourd'hui, qui est très juste. Il a déclaré que 80% des prévisions de la météo à 24 heures étaient justes. Et il a raison. Moi, je vous donne à 100% pour
cette fin de semaine sera glacée. Aujourd'hui à 13h, regardez les températures, il y avait des gelées à Nancy, à Lyon et à Clermont-Ferrand, -1. Quant aux autres températures, 0, 1, 2, 3, ce n'était pas chaud. Est-ce que cela va continuer? Oui, cela va même s'amplifier. Car depuis plusieurs jours, nous sommes sous l'influence d'une zone de temps froid, d'un courant froid qui vient de l'Europe centrale et qui, chargé d'humidité près de la Méditerranée orientale, l'humidité se transforme en nuages et en neige. Alors pour demain et samedi, même type de temps. Quelques éclaircies près des côtes atlantiques, du beau temps près du golfe du Lion, car un léger mistral symbolisé par une flèche jaune que vous voyez s'installera progressivement dans la vallée du Rhône. De la pluie en Corse, un petit peu demain, encore un peu moins samedi, et sur le reste du pays, c'est-à-dire la majeure partie de la France, un temps très nuageux avec des chutes de neige éparses, notamment en montagne. Les températures prévues pour demain, des gelées générales dans toute la France. D'abord le nord et l'est du pays. Vous voyez à Reims et à Nancy, il y aura des gelées à 13h, enfin à 13h, à l'heure la plus chaude de l'après-midi, si je puis dire. Pour le centre, même type de temps, même type de température, des gelées le matin et très frais l'après-midi. Et pour le sud, des gelées aussi, sauf en Corse, où on s'attend à +1 à Bastia et +9 l'après-midi. Ce sera vraiment le maximum pour demain. Vous êtes nombreux à être en vacances, vous êtes nombreux à vouloir partir pour la neige. Eh bien, l'enneigement massif par massif, d'abord pour les Vosges, le Jura et le Massif central. La neige est excellente partout, abondante, surtout dans le Jura, 250 cm à 1500 mètres. Pour les Alpes, pas de problème, très bonne neige aussi pour skier, Alpes du Nord, Alpes du Centre. Un déficit Alpes du Sud qui sera comblé peut-être, je l'espère, en tout cas pour les skieurs, d'ici la fin de la semaine avec quelques chutes de neige. Enfin les Pyrénées, un petit déficit dans les Pyrénées orientales, mais sur les Pyrénées du centre et de l'ouest, pas de problème. Demain, nous serons la Sainte-Aimée, dont le symbole est un cœur et qui est le véritable prénom de la célèbre harpiste Lily Laskin, ce qui me permet, Patrick, de terminer en musique. Bien, un nouveau journal avec des photos impressionnantes, déjà vues, document brut, c'est un mensuel. Voilà, c'est Hervé Claude qui vous présentera la dernière édition vers 23h30. Et puis demain, antenne de midi, on recevra Peter Ustinov, qui est comédien, mais qui est surtout président de l'UNICEF. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, notre invité était Pierre-Yves Cousteau, qui nous a annoncé, donc, devant nos caméras, qu'il ne serait pas candidat à l'élection présidentielle. C'est lui qui nous fait un petit peu déborder, car il est très bavard et qui m'a un peu distrait pendant ce journal. Merci, mon commandant. À demain soir, 20h.